Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Canal. Bien avant toute chose, voici les sommaires. Une série d'arrestations et interpellations des autorités politico-administratives par l'appareil judiciaire congolais est constatée depuis un temps. Cette réalité est saluée par les uns et désapprouvée par les autres. Enfin, la zone sud-est de la République démocratique du Congo peut faire un ouf de soulagement. Un protocole d'accord vient d'être trouvé entre le gouvernement congolais et les sociétés pétrolières. Cela va entraîner la réduction à la baisse du prix du carburant à la pompe, du transport en commun et autres. Messieurs et dames, le détail, c'est dans votre journal. Commémoration ce mercredi 12 août 2020 de la Journée internationale de la jeunesse en République démocratique du Congo. La manifestation officielle y afférente s'est déroulée au Musée national sous les thèmes Engagement et participation de la jeunesse pour le développement de la RDC à l'horizon 2050. Herbin Kabeille nous fait le point. Le Musée national de la RDC a servi de cadre ce mercredi 12 août 2020 à la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Placée sous le thème national Engagement et participation de la jeunesse pour le développement de la RDC à l'horizon 2050, cette journée a permis aux jeunes à s'exprimer librement et au ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté Billy Kambale, à dévoiler ses plans et projets à impact visible pour l'entrepreneuriat de la jeunesse. Carbone Béni du mouvement citoyen a interpellé les autorités et les jeunes à la volonté manifeste pour développer la RDC. Les jeunes ont besoin de l'emploi, les jeunes ont besoin d'être encadrés, les jeunes ont besoin de très bonnes études, les jeunes ont besoin eux aussi de participer au cercle des décisions. Madame Yelou Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse, a mis son accent sur le progrès et l'épanouissement de la jeunesse. Il est temps de changer de paradigme et de créer des conditions qui permettront à nos jeunes de devenir les principaux créateurs de richesses dans notre pays. Quant au ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, a rassuré à la jeunesse que le chef de l'État a tourné son regard vers la jeunesse, espoir infaillible de la RDC. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est dans sa diversité que nous devons l'écouter. La plus grande bataille que l'on puisse remporter dans sa vie, c'est contre soi-même. L'occasion pour moi de vous remercier et vous féliciter et vous dire de ne jamais croiser les bras parce que cette nation nous appartient à nous tous. Le ministre délégué près le chef de l'État, porteur du message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré à la jeunesse pour dire qu'il est avec la jeunesse son bras droit. Toujours dans ce même chapitre, mettre en évidence la manière dont l'engagement de jeunes au niveau local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux sur l'amélioration. Voilà l'objectif de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août de l'année. À cette occasion, un échange citoyen a vécu ce mercredi à Lubumbashi dans la salle polyvalente Atonium entre les leaders des jeunes et différentes structure. C'est un reportage d'Ebeki Kassongo et Francine Tomba. L'engagement des jeunes pour une action mondiale, provinciale et locale, tel est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, commémorée chaque 12 août de l'année, dont l'objectif est de mettre en lumière l'engagement des jeunes à tous les niveaux, afin d'améliorer leurs conditions de vie. À l'occasion de cette journée, plusieurs activités y afférentes ont été organisées dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse louchoise. Explication de ces organisateurs à la fin de manifestation. Interpelle les jeunes à un engagement et nous avons estimé que pour que les jeunes puissent mieux s'engager, il a fallu que cette jeunesse soit équipée. C'est ce que nous avons commencé par une formation sur l'entrepreneuriat. Le message que je peux lancer à la jeunesse, c'est de rester digne. C'est de rester digne. On sait qu'on est dans une période particulièrement sensible où il y a pas mal de vent.
Je pense qu'il faut qu'on ait un poids d'une pierre. Patrick Atengo, l'un des intervenants, invite les jeunes à ne pas céder à la manipulation politicienne. Et le thème qui a été retenu, c'est fondé sur les engagements à différents niveaux que nous jeunes devons prendre au niveau local et communautaire, au niveau national et au niveau mondial. Donc nous invitons les jeunes à la prise des responsabilités, parce que sans laquelle nous allons demeurer sous l'emprise de la division qui aboutira par la manipulation et l'instrumentalisation de la jeunesse. Un protocole d'accord a été trouvé entre les pétroliers et le gouvernement congolais sur la révision de la structure des prix du carburant. L'annonce a été faite par la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Suivez. Après environ une semaine de grève déclenchée par les opérateurs du secteur pétrolier, occasionnant ainsi la hausse de prix des carburants dans les zones sud-est et ouest de la République démocratique du Congo. Enfin, un protocole d'accord vient d'être trouvé entre ces derniers et le gouvernement congolais. L'annonce a été faite ce mercredi 12 août par le président de la Fédération des entreprises du Congo. Pour Albert Youma, ces éléments des structures des prix de produits pétroliers ont été révisités pour rétablir l'équilibre entre les zones ouest et sud-est. La réunion qui s'est tenue du comité spécial de suivi des prix pétroliers s'est tenue dans une ambiance de concession mutuelle, de compréhension. À l'issue d'une longue réunion qui s'est terminée autour de 20 heures, on a pu arriver à une conclusion que oui, on devait toucher à des éléments de structure qui rétablissaient l'équilibre entre les zones ouest, sud et est, pour que désormais, ils peuvent se remettre au travail sans perdre de l'argent en livrant leurs produits. Les concessions étaient faites de part et d'autre en tenant compte de la volonté du gouvernement de s'occuper d'abord de la population et de ne pas perturber par un élément majeur qui est le carburant, la vie économique et sociale. C'est dans ce cadre-là qu'on a abouti sur les points essentiels, les éléments prépondérants de la structure de prix, qu'il s'agisse du prix moyen frontière commerciale, du taux de change ou des volumes consommés. On s'est mis d'accord, ce qui a entraîné, grâce à l'accord ou la concession que les pétroliers ont fait sur le taux de change, à aboutir à un prix de la structure qui sera annoncé tout à l'heure. Il faut signaler que ces protocoles d'accord trouvés entre ces deux parties marquent également la fin de la grève des opérateurs du secteur pétrolier qui avait des... Tout à fait autre chose. À présent, jamais auparavant en RDC, certains dirigeants suspectés pour détournement des fonds au sein des services d'assiette et régie financière ne pouvaient être inquiétés par la justice au sujet de leur gestion. Actuellement, la plupart de cette catégorie répond de ces actes depuis les changements du régime au sommet de l'État. Cette action disciplinaire de la justice sont contestées dans les camps de certaines obédiences politiques et soutenues par d'autres. Plus de détails avec Jean-Chris Abedi. C'est presque une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre pour l'appareil judiciaire congolais, lesquels s'attellent à une série d'arrestations et interpellations de certaines autorités ainsi que dirigeants des régies financières, y compris d'autres services d'assiette, devenus récurrentes depuis un temps en République démocratique du Congo. Le cas le plus illustratif est celui du directeur des recettes de la DGDA, détenu à la prison centrale de Makala depuis 2 jours. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale, a été aussi auditionné par le parquet. Ces démarches entreprises par la justice congolaise et saluées par la nouvelle dynamique de la société civile. C'est le FCC qui a dit qu'il est le faiseur de l'état des droits. Et si on commence à interpeller les gens aujourd'hui qui ont géré hier, ces gens-là ne sont pas nécessairement du FCC. Quand on parle par exemple des mandataires des entreprises publiques, ils ne doivent pas être forcément des gens qui appartiennent à une obédience politique. C'est des gens qui doivent être neutres. Quand on fait appel par exemple à certaines personnalités de l'administration par exemple, que ce soit l'administration publique, que ce soit des régies financières ou autres, ces gens-là, ils ne sont ni FCC, ni CAGE, ni quoi, parce que l'administration est apolitique. Et donc, ces interpellations, moi je trouve que c'est tout à fait normal qu'on interpelle quelqu'un. Quand vous y allez et qu'on ne vous reproche rien,
Où est le problème? Point de vue soutenu également par ces cadres de la famille politique du chef de l'État, joint localement. C'est tout à fait normal que l'audit soit fait, mais on a constaté qu'après l'audit, il y a sérieusement des détournements. Voilà pourquoi il faudrait qu'il soit interpellé. Et si on trouve que tel ou tel autre est fautif, on va l'arrêter carrément. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un état de... Et dans les restes de l'actualité, l'ONG Global Witness fustige d'après elle le manque de transparence de la part de la GECAMIN dans les contrats signés depuis 2015 avec la société chinoise China Metal Mining relatifs aux carrés miniers des cuivres et des cobaltes des Iwa. Junior Kaniki pour le commentaire. Estimons que le contrat signé depuis 2015 entre la Générale des Carrières et Mines GECAMIN et l'entreprise chinoise China Non-Ferrour Metal Mining Group CNMC est en violation du nouveau code minier congolais. L'ONG Global Witness appelle à témoin l'opinion et révèle que les principaux détails du dit accord entre les deux entreprises n'ont pas été publiés. L'enquête qu'a consacrée cette ONG internationale au marché conclu par la GECAMIN et la compagnie chinoise a révélé l'existence d'accords qu'il qualifie d'opaques et aux modalités douteuses, dans le cadre des marchés encore plus conséquents, des 2 milliards de dollars visant 5 projets différents. Dans son rapport, Global Witness s'interroge. En quoi les contrats des Iwa est-il un marché innovant, tel que précisé par les dirigeants de la GECAMIN? Face à son inquiétude, l'ONG pense pour sa part que ce contrat est structuré de manière très différente de la plupart des autres contrats miniers en RDC et il y manque de transparence de la part de la GECAMIN, chose qui donne de la peine aux observateurs et citoyens à comprendre les ramifications pour la RDC. Dans ce même rapport, Global Witness fustige le manque de détails sur ce qui représente le bénéfice raisonnable de la GECAMIN et des difficultés de savoir si les contrats seront équitables pour la République démocratique du Congo. Dans sa conclusion, l'ONG internationale invite la société chinoise CNMC à veiller à ce que tous ces investissements en RDC respectent les codes miniers congolais. La compagnie chinoise, renchérit l'ONG, devrait également s'assurer que tous les investissements en RDC soient conformes aux principes énoncés par la Chambre des commerces chinoise, des importateurs et exportateurs des métaux, minerais et substances chimiques. Pour Global Witness, le gouvernement congolais devrait également publier tous les contrats que la Générale des Carrières et Mines GECAMIN a signés avec la firme chinoise et d'autres partenaires miniers conformément à ses propres législations et ses engagements. Parlons économie à présent. Dans le souci d'éviter des spéculations sur le taux d'échange sur le marché, la Banque centrale du Congo a, dans un communiqué publié le mardi 11 août 2020, interdit aux cambistes d'effectuer les opérations de conversion des monnaies étrangères. Plus de détails dans cet élément. Désormais, seuls les bureaux d'échange sont autorisés d'effectuer les opérations de conversion des monnaies étrangères en République démocratique du Congo. Ainsi, en a décidé la Banque centrale du Congo dans son communiqué datant de mardi 11 août 2020. Cette mesure n'a pas été bien accueillie par les banques Lambert, appelées communément cambistes, disséminées dans différentes villes du pays. Nous ne saluons pas cette mesure parce que nous n'avons pas d'autre profession à part celle-ci. Avant de prendre d'autres décisions, il faut tout d'abord chercher d'emploi pour nous. Cette mesure n'a pas sa raison d'être. Comment nous cambistes allons vivre? Jean Bosco Kaomba, analyste des affaires économiques, salue la décision et estime qu'il revient à la Banque centrale de capitaliser la masse monétaire selon les principes sur lesquels repose l'économie monétaire. Sans ignorer que tout ce que nous consommons provient de l'extérieur. Il faudra avoir suffisamment de devises pour approvisionner les circuits économiques de la République démocratique du Congo. Depuis un certain moment, l'économie monétaire de la République démocratique du Congo est en train de traverser des moments d'agitation, de variation et de fluctuation du taux de change. Cette variation du taux de change vers la hausse est occasionnée ou est causée par la carence des devises étrangères. Et donc, comme c'est dans la responsabilité de la Banque centrale
de maîtriser, de capitaliser, de gérer la masse monétaire, qu'elle soit en monnaie nationale et même en devises étrangères, il faut contenir cette masse en devises étrangères dans l'optique de réglementer le niveau général des prix, qui est l'objectif principal de la Banque centrale. Il faut rappeler que cette mesure intervient 2 semaines après que la spéculation, elle, circulait, dont les chefs de la population congolaise annonçant la chute du taux d'échange du dollar américain, dont les taux seraient passés de 20 000 ou 15 000 francs congolais pour 10 dollars américains. Et à Kananga, bientôt, l'abattoir de Kananga dans le Kasaï central sera vêtu d'une nouvelle robe. C'est l'annonce faite le lundi 10 août 2020 dernier par le gouverneur ad intérim de cette province lors d'une visite d'inspection sur cet endroit. Soleil Toumba nous fait le point. Construit depuis l'époque coloniale, cet abattoir est unique pour la province du Kasaï central. Par manque d'entretien, rétrocession de l'État, ce lieu commercial se trouve dans un état de délabrement très avancé. Voilà ce qui a poussé l'autorité provinciale à descendre sur les lieux pour faire ces constats. Les docteurs responsables de cet abattoir saluent le passage du gouverneur de province ad intérim, Ambroise Kamukuni Mukinaï. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps du fait que l'abattoir ne recevait rien comme frais d'entretien et frais de fonctionnement. Et ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pendant toute la période de la misère. Vous voyez, c'était construit, mais c'est pourquoi nous avons préféré amener. Et nous sommes flattés par la descente du gouverneur qui est venu de lui-même. Et peut-être qu'il avait appris que l'abattoir était en train de partir d'une manière ou d'une autre. Et lui-même, il a provoqué cette visite. C'est une visite inattendue, mais je sais qu'elle est positive, elle nous est bénéfique. D'autant plus que l'abattoir sera réhabilité comme lui-même l'a dit. Merci. S'adressant à la presse à l'issue de ces constats, le professeur Ambroise Kamukuni Mukinaï parle d'un financement débloqué par la Banque mondiale pour la réhabilitation de ces sites. Nous avons commencé par visiter l'abattoir de Kananga, qui est dans un état de délabrement très avancé. Et or, cet abattoir sert à bien surveiller la sécurité et la consommation de la viande. Mais nous sommes heureux de affirmer que l'abattoir de Kananga, de la même façon que l'abattoir de Luisa et de Ndemba qui ont déjà été travaillés, grâce au financement de la BAD, le gouvernement provincial a obtenu un financement de la Banque mondiale pour cet abattoir. Signalons que cet abattoir se trouve dans le quartier d'Ikongaï, localité abattoir, commune de Lugo. Les travaux d'aménagement et de la désinfection dans les églises de la RDC vont bon train en vue de leur réouverture fixée pour le 15 août prochain après la levée de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi. Irben Kabeï, une fois de plus sur vos antennes. Jour J-5 pour la réouverture des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national, tel que prévu par le chef de l'État lors de son discours à la nation sur la levée de l'état d'urgence en RDC. Pour l'instant, certaines églises sont en train d'aménager les lieux de culte. C'est le cas entre autres de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa à Sekamushi chez le pasteur Gédéon Mouichi. Dominique Katanou, collaborateur du pasteur, a été trouvé sur place à l'église. Nous croyons que la semaine prochaine, donc dans une semaine pratiquement, les choses vont commencer, mais on ne va pas commencer dans la poussière, on ne va pas commencer tout ce qu'il y avait. Vous voyez, on a passé 4 mois durant sans œuvrer. Maintenant, là, il faudra penser carrément à l'aménagement et c'est ce que nous sommes en train de faire. À l'église SCI Lingwala, le pasteur Kennedy Mukendi est prêt pour la reprise avec le culte en bonne et due forme. Mais il y a un problème, c'est la présence de la maladie, la pandémie du coronavirus qui est dans nos murs. Alors nous allons reprendre les activités effectivement et puis nous devons respecter les mesures barrières. Et pour finir, les travaux de réhabilitation du stade Kikula à Likasi dans le Haut-Katanga sont aux arrêts depuis bientôt 5 ans alors que tous les fonds alloués à ces projets ont été déjà décaissés à son temps. Consolation Kachala depuis Likasi nous fait le point.
Cela fait pratiquement 5 ans que l'entente urbaine de football de Likasi évolue loin de son terrain habituel, qui est le stade Kikula, fermé pour des raisons des travaux de la pose du gazon synthétique et la réhabilitation. Hélas, jusqu'à ce jour, cette enceinte sportive reste fermée et connaît des travaux sans fin, parsemés de certains arrêts causés par le retard de financement, selon le maître de l'ouvrage. Cela constitue un manque à gagner pour l'entente urbaine de football de Likasi, EFLIC. En outre, cet état de choses ne permet pas au club de Likasi de développer un bon football, a laissé entendre le président de l'EFLIC, Mwambou, contacté à ces sujets. Ça fait déjà depuis 2016. Le terrain est là. C'est pas l'achever. Ils sont devenus maintenant les nomades. Vous savez, nous commençons les matchs quelque part, nous allons les terminer ailleurs. Ça, c'est la grande difficulté. La deuxième difficulté, vous avez sans stade, nous manquons de moyens financiers. S'agissant de l'évolution des travaux depuis le début du confinement, ces derniers sont à l'arrêt, mais du moins, le vestiaire sont déjà bien faits et la pelouse synthétique est déjà placée sous l'aire des jeux. Il tient de souligner que les travaux ont été lancés le 30 juin 2016 par le gouverneur Jean-Claude Kazembe pour une durée d'exécution de 6 mois. Plusieurs autorités tant nationales que provinciales ont défilé avec des discours de réouverture imminente, mais sans succès. Un responsable d'une équipe de football de Likasi a fait savoir que le championnat local de football n'aura pas lieu la saison 2020-2021 si jamais la solution n'est pas trouvée, celle d'ouvrir le stade de Kikula. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur les antennes des Molières Canal. Merci de nous avoir suivis de partout et restez en compagnie de nos programmes.